Je suis Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados. Et Pauline Dorgler, je suis chef de service du dispositif Brick & James. On est toutes les deux ravies de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée d'études consacrée à l'ensemble de nos travaux, de nos jeunes, avec nos jeunes de Brick & James. Brick & James, on en parlera tout au long de la journée. Fusion entre un dispositif Brick École et le dispositif James. Et on aura l'occasion d'évoquer précisément pourquoi ce rapprochement et tout le sens qu'on y met et qui se confirme régulièrement. Alors, pour ce début de journée, je voudrais adresser un remerciement très sincère à toutes les équipes de Brick & James et de la Maison des Ados pour l'organisation de cette journée. Un remerciement à nos intervenants, bien sûr. Vous allez les rencontrer tout au fil de la journée. À nos financeurs, puisque ce dispositif est financé par le FSE+, donc dans le cadre des politiques européennes, la ville de Strasbourg, la CAF, et puis ceux qui l'ont financé un moment, l'ARS, la PJJ et le Rotary Club et le fonds de dotation Imaginact. La Fondation des hôpitaux aussi est à nos côtés dans ce projet et pour une raison qui nous tient particulièrement à cœur pour la suite, puisque leur crédit vise à faire en partie ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire montrer l'intérêt de ces initiatives pour les jeunes, avec les jeunes, et pouvoir proposer à d'autres équipes, ailleurs en France notamment, d'autres équipes de MDA s'y intéressent, une manière d'adapter ces pratiques. On va enchaîner tout de suite.
ce temps de présentation effectivement du lieu dans lequel se déroule toute la vie de Brick and James, et lieu qu'on partage avec les artistes de l'atelier M33, dont une partie sont présents ici aujourd'hui, et qui ont réalisé aussi avec nous cette vidéo. Lieu qui correspond vraiment très bien à ce qu'on y fait et qui convient beaucoup aux jeunes pour son côté non académique, qui nous pose quand même quelques problèmes en plein hiver, mais on aura l'occasion d'en parler par ailleurs. Deux petites infos qu'on vous a pas données avant d'enchaîner sur la table ronde, c'est que ce lieu s'appelle Bricado, donc à la Méno, à l'usine Junkers, et vous avez à différents endroits dans la salle les informations qui vous permettent de vous connecter au réseau Wi-Fi et des QR codes. C'est pour poser des questions. Pour les tables rondes, pardon, pas pour les ateliers, pour les tables rondes. Donc un QR code pour la première table ronde, et du coup je vais demander à Monsieur Chaubeau de bien vouloir me rejoindre sur cette petite estrade. Je ne sais pas si vous préférez vous asseoir. Monsieur François Chaubeau qui est avec nous en présentiel, Madame Gallet-Tessonneau qui est avec nous à distance. Madame Gallet-Tessonneau, vous êtes docteur en psychologie et spécialisée après beaucoup de travaux autour du refus scolaire anxieux, formatrice, autrice, conférencière. Et vous avez notamment écrit des ouvrages dont j'ai retenu 2 titres. Accompagner mon enfant face à sa phobie scolaire et comprendre et soigner le refus scolaire anxieux chez Duno. Monsieur Chaubeau, vous êtes sociologue, travailleur social, militant de longue date au CMEA, pilote du réseau Jeunes en Errance pour les CMEA, et vous avez vous aussi écrit des ouvrages que je me permets de citer puisque ils peuvent être inspirants pour tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui, notamment intervenir auprès des jeunes en errance et les nomades du vide. Je vous laisserai compléter chacun si vous souhaitez citer d'autres de vos références. Madame Gallet-Tessonneau, je crois que c'est vous qui allez commencer par nous parler de refus scolaire anxieux, et puis ensuite Monsieur Chaubeau, c'est l'inverse, c'est bon, autour des jeunes NEET, et puis j'essaierai de me charger intelligemment de faire dialoguer ces 2 sujets avec tous les 2 dans un second temps. Je vous laisse la parole. Parfait. Je vous remercie. J'espère qu'on m'entend correctement. Merci à vous pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée. Merci aussi de votre souplesse par rapport aux contraintes logistiques qui étaient les miennes pour pouvoir être présent virtuellement avec vous aujourd'hui, parce que quand même Bordeaux-Strasbourg, c'est pas toujours évident comme déplacement. Donc on m'a donné une quinzaine de minutes pour vous parler de refus scolaire anxieux, en me demandant malgré tout d'orienter un petit peu mon propos, puisqu'on est sur un début de journée avec des objectifs que je vais essayer de remplir autour de la question d'essayer de clarifier les termes et de clarifier le propos. Dit plus simplement, finalement, on parle de quoi quand on parle de refus scolaire anxieux, et de quoi est-ce qu'on ne parle pas. Du coup, je voulais commencer déjà par clarifier les termes. C'est quand même quelque chose d'assez important pour pouvoir savoir exactement de quoi on parle et de quoi on parle pas. Et notamment lorsque on s'intéresse à ces questions de phobie scolaire, de refus scolaire anxieux, tout de suite, il y a ces 2 termes-là qui coexistent et ça peut être un peu encombrant. Donc, c'est important pour moi déjà de pouvoir clarifier le fait que qu'on parle de phobie scolaire ou de refus scolaire anxieux, en fait, ce sont 2 termes qui désignent exactement le même phénomène sur le plan clinique et dans la réalité des jeunes et de ces familles. En fait, c'est juste sur le plan historique qu'il y a une mutation de la terminologie. Et c'est quand même aussi important de faire un détour un peu par l'histoire pour comprendre ce phénomène. On a parfois l'impression que ça serait un phénomène de mode ou un phénomène plutôt récent. C'est pas le cas.
Pour un peu contextualiser, en France, l'obligation scolaire, réforme Jules Ferry, c'est 1882. Et les premières descriptions cliniques qu'on a de ce qu'aujourd'hui on appellerait un refus scolaire anxieux, c'est des articles de Binet qui datent des années 1910. Donc, c'est vrai que nous, on a coutume de dire que finalement, c'est un phénomène qui est aussi ancien que l'obligation de la fréquentation scolaire. En revanche, c'est probablement un phénomène qui est en augmentation et on pourra éventuellement discuter sur ce point. Donc en fait, il y a eu une multitude de termes de l'histoire et dans les recherches scientifiques dans le monde entier pour désigner ce phénomène, ce qui a beaucoup en fait entravé d'ailleurs les consensus d'experts et la visibilité dans les articles scientifiques de ce phénomène. Pendant longtemps, on a utilisé le terme de phobie scolaire. Aujourd'hui, la communauté scientifique et médicale préfère le terme de refus scolaire anxieux, qui reste assez insatisfaisant. Il y a encore des débats actuellement pour changer de terme, mais aujourd'hui, c'est celui, en tout cas, qui est acté, pour l'instant, en tout cas. Parce que c'est vrai que le terme de phobie scolaire était assez impropre, parce qu'en fait, c'est pas une phobie de l'école comme on a une phobie des araignées. On est face à des profils qui sont plus multiformes, plus polymorphes, d'où ce choix de refus scolaire anxieux qu'on utilise en français. Dans le monde francophone, en anglais, ils vont plutôt parler de school refusal, donc on pourrait traduire par refus scolaire. Mais dans le monde francophone, on a pour usage de dire refus scolaire anxieux. Donc tout ça pour dire qu'on parle de phobie scolaire ou de refus scolaire anxieux, on désigne la même réalité de terrain. Et après, c'est vraiment des positionnements finalement. C'est un peu comme la terminologie entre autisme et trouble du spectre de l'autisme. Vous savez bien que lorsque on parle comme ça dans le langage courant, lorsque les journalistes traitent ce sujet, ils vont parler d'autisme ou d'enfants qui souffrent d'autisme. Là où les professionnels, le secteur scientifique et médical vont davantage actuellement parler de TSA, du trouble du spectre de l'autisme. C'est à peu près la même chose avec cette terminologie phobie scolaire et refus scolaire anxieux. Ce qui fait que moi, assez librement, finalement, je peux utiliser les deux, même si j'ai une préférence pour me situer dans un champ plutôt scientifique et actuel, d'où le fait que j'utilise plutôt refus scolaire anxieux. Donc ça, c'était un petit peu pour clarifier les choses et les termes. Je voulais revenir également, pour débuter la journée, sur la définition du refus scolaire anxieux et également les critères aujourd'hui qu'on a pour poser un diagnostic de refus scolaire anxieux. Et je dis bien un diagnostic de refus scolaire anxieux, puisqu'aujourd'hui, on le traite vraiment comme un trouble psychopathologique, un trouble anxieux spécifique. Le refus scolaire anxieux, c'est quoi? Dit en peu de mots, le refus scolaire anxieux, c'est un enfant ou un adolescent qui n'arrive pas à aller à l'école ou qui a une réticence à la fréquentation scolaire en lien avec une détresse émotionnelle. Ça, c'est notre premier critère pour poser le diagnostic. On a besoin d'abord d'avoir un phénomène de refus de fréquentation scolaire ou de réticence à la fréquentation scolaire en lien avec de la détresse émotionnelle. Je vais juste préciser ces éléments-là parce qu'ils sont importants. Donc, on va avoir la présence en fait, de ce refus de fréquentation scolaire, mais on peut aussi poser un diagnostic de refus scolaire anxieux chez un enfant qui est encore scolarisé, soit à temps plein, soit à temps partiel, mais qui présente une réticence à la fréquentation scolaire, c'est-à-dire des matins où ça va être tout le temps laborieux, des troubles du sommeil massifs pendant la nuit en lien avec la préoccupation scolaire, ou moi j'ai certains patients qui arrivent à se maintenir en classe, soit sur un temps scolaire un peu dégradé, soit ils sont en fait globalement 100% du temps de la semaine à l'école, mais grâce à des aménagements colossaux. C'est-à-dire qu'ils y sont, ils sont dans l'établissement, mais ils sont pas forcément en classe, ils sont à la vie scolaire, à l'infirmerie, ils sont également en classe, mais avec certains aménagements. Ils y sont aussi avec des traitements médicamenteux qui permettent cette fréquentation scolaire, anxiolytiques ou antidépresseurs à visée anxiolytique. Et on a certains patients qui ont aussi des aménagements dans le cadre de PAI qui permettent la fréquentation scolaire. Donc ça permet malgré tout de poser un diagnostic de refus scolaire anxieux puisque ils y vont mais grâce à des aménagements. Et puis ils y vont aussi souvent avec une détresse colossale qui est associée. Les patients qui vont en ayant une anxiété toute la journée qui va être à 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Voilà, ils y sont mais avec un niveau de détresse qui est très important. Donc on a vraiment cette notion d'être empêché d'aller à l'école ou de réticence à aller à l'école. Pourquoi est-ce que c'est important ça? C'est parce que finalement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de critères d'absentéisme dans l'absolu pour poser un diagnostic de refus scolaire anxieux. C'était un vrai débat pendant longtemps dans la communauté scientifique. Et ça, c'est important parce que ça nous permet
d'intervenir plus en amont sur les situations et aussi de considérer dans les accompagnements des situations d'enfants qui tiennent envers et contre qui tiennent envers et contre tout et qui auraient besoin d'aide et d'accompagnement dès à présent pour éviter qu'il y ait une rupture plus tard. Donc ça, c'est notre premier critère, réticence ou refus d'aller à l'école, en lien avec une détresse émotionnelle. Et c'est important pour moi aussi de repréciser ce matin ce que c'est cette détresse émotionnelle. Parce que ça peut sembler évident, mais ça ne l'est pas toujours. Et en tout cas, moi, je prends souvent le temps aussi de le repréciser dans les entretiens que j'ai, parce que je ne sais pas si c'était dit ou pas, mais donc j'ai la moitié de mon temps qui est consacré à une activité de psychothérapeute auprès des enfants et des parents. Ce qui est très important pour moi, de rester, psychothérapeute dans mon travail. Et donc d'expliquer ça, ça permet aussi aux parents et à l'enfant de comprendre ce qui se passe. Cette détresse émotionnelle dans le refus scolaire anxieux, elle passe classiquement par des manifestations somatiques, maux de tête, maux de ventre, des troubles digestifs, des diarrhées, c'est très fréquent le matin avant de partir à l'école, des nausées, voire des vomissements, qui sont pas fins, mais qui sont vraiment générés par de l'anxiété. Donc on va avoir tout ce cortège de manifestations somatiques. On va avoir également des pleurs, un enfant qui verbalise sa détresse. On va avoir aussi souvent, qui va très fortement apparaître, tout ce qui va être les troubles du sommeil, notamment les veilles de jour d'école ou en semaine. Le dimanche soir, souvent c'est la nuit du dimanche au lundi, c'est une nuit qui est très difficile pour les patients, avec des grosses difficultés d'endormissement, le recours aux parents, souvent dans ce cas-là, et puis éventuellement des réveils nocturnes. Donc des troubles du sommeil qui sont souvent au premier plan, et puis également de l'irritabilité, de l'opposition, un enfant qui est assez désagréable. Et ça, c'est également important. C'est assez typique de l'expression de l'anxiété chez les enfants et les adolescents, mais pas que. Moi, c'est quand même ce que je rappelle aux parents de mes jeunes patients. On est tous autant qu'on est, même les adultes, rarement aimables lorsque l'on est très stressé, très anxieux, très angoissé. Que lorsqu'on est en voiture et qu'on est en retard quelque part et qu'on trouve pas son chemin, généralement, c'est pas le moment où on se met à parler de manière agréable à notre partenaire s'il est à côté de nous dans la voiture. Donc, l'anxiété, ça génère de l'irritabilité et de l'opposition. Donc ça, c'est un critère aussi qu'on va retrouver souvent pour retrouver cette détresse émotionnelle. Donc ça, c'est notre premier critère pour poser un diagnostic de refus scolaire anxieux. Le deuxième critère, ce premier critère, c'est vraiment le plus important, donc cette réticence ou impossibilité d'aller à l'école en lien avec la détresse émotionnelle. Les trois autres critères sont plus simples. Le fait que l'absentéisme scolaire est pas mieux expliqué par des troubles du comportement qui seraient au premier plan, à ceci près qu'on ne considère pas les troubles du comportement dans les contextes de forçage à la fréquentation scolaire. Un enfant que l'on va forcer physiquement, par exemple, à aller à l'école alors qu'il est trop anxieux pour y aller, il est naturel qu'il ait des comportements auto-agressifs, voire hétéro-agressifs. Donc ça, on ne le considère pas. Mais bref, il y a cette notion-là comme ça de diagnostic différentiel. Ce sont aussi des enfants qui ne dissimulent pas leur absence à leurs parents, ou s'ils le font dans un premier temps, généralement, une fois que les absences sont découvertes, ce phénomène cesse, ce qui est un peu différent de d'autres problématiques d'absentéisme scolaire qu'on peut avoir. Et enfin, notre quatrième critère sur le plan clinique, c'est le fait que la famille ait fait des efforts raisonnables au cours de l'histoire du trouble pour assurer la présence à l'école de leur enfant. Ça, c'est aussi un critère important pour nous, les cliniciens, qui nous permet de faire la différence avec une autre problématique d'absentéisme scolaire qu'on appelle le retrait scolaire, qui est un absentéisme qui est plutôt lié soit à des parents qui entravent ou empêchent la fréquentation scolaire de leur enfant, ou des parents qui ont plutôt une ambivalence à la fréquentation scolaire de leur enfant. Donc, on vérifie qu'il y ait bien comme ça des parents qui ont fait ce qu'on appelle des efforts raisonnables. Et ces efforts raisonnables, vous le savez très bien en tant que professionnel, ils sont toujours eu égard au fonctionnement de la famille, à son système de représentation, de croyance, à ses ressources, à sa manière de fonctionner. Je veux dire par là que, bien évidemment, je ne vais pas les plaquer de mes représentations à moi, de qu'est-ce que j'estime être un effort raisonnable sur le fonctionnement d'une famille. Et donc, ça, il suffit juste de prendre le temps de rencontrer les familles et de pouvoir évaluer quand eux ils ont fait des choses, c'était à la hauteur de ce qu'ils pensent qu'il faut faire dans ce genre de situation. Un autre élément que je voulais partager avec vous ce matin pour contextualiser un petit peu les choses, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce phénomène de refus scolaire anxieux, il est absolument présent sur les 5 continents.
on a coutume, enfin, des fois, on a cette idée un peu reçue de se dire c'est un problème de pays de l'OCDE, ou des fois, on dit un peu problème de pays riche. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Riche de quoi, mais bon. En tout cas, voilà, c'est quand même un trouble qu'on retrouve sur les 5 continents il y a absolument partout. Enfin, on est en lien avec des personnes au Venezuela, au Pérou, au Chili, au Mexique, bien sûr, au Sri Lanka, à Madagascar. J'essaie de vous trouver des destinations qui peuvent sembler un peu surprenantes. En Syrie, par exemple, Maroc, Tunisie, au Vietnam, etc., etc. Donc, on en a absolument partout. Et les chiffres sont à peu près similaires partout. On est plutôt à 1 à 5% des enfants d'âge scolaire. Donc, voilà un petit peu pour poser le contexte. Un autre élément que je voulais partager avec vous ce matin, lié, je pense, aussi à d'autres éléments qui vont être abordés au cours de la journée, c'est la présence de ce que l'on appelle, nous, en consultation, de profils mixtes. Tout à l'heure, je vous ai parlé des phénomènes de retrait scolaire, ces familles qui ont une ambivalence au fait que leur enfant aille à l'école, et ça va avoir un impact sur la fréquentation scolaire de l'enfant, bien sûr. On a aussi des phénomènes qu'on dit classiquement d'école buissonnière, donc les enfants qui vont pas à l'école parce que globalement, ça leur laisse du temps libre, ils échappent à la situation scolaire qui leur convient pas. Ils ont du temps libre pour faire des choses sans être sous le regard de l'adulte. Et ce sont aussi des réalités que l'on a qui se mélangent parfois à du refus scolaire anxieux. C'est-à-dire que nous, dans nos patients, on a des enfants qui présentent un refus scolaire anxieux que l'on va dire pur, c'est-à-dire que l'origine de leur absentéisme scolaire repose uniquement sur du refus scolaire anxieux, mais on a également dans nos consultations, et vous le savez très bien puisque vous êtes des professionnels de terrain, on rencontre aussi tous des profils que l'on dit mixtes. Moi, j'ai des patients qui ont un refus scolaire anxieux associé également dans leur profil à des éléments sur le plan familial de retrait scolaire, c'est-à-dire un enfant qui a un refus scolaire anxieux avec également des parents qui ont une ambivalence au fait que leur enfant fréquente l'école. Et ça, c'est très important pour moi de l'avoir en tête dans les accompagnements thérapeutiques parce que la présence de cette ambivalence familiale n'invalide pas le diagnostic de refus scolaire anxieux. De la même manière que j'ai des patients qui ont un refus scolaire anxieux et des phénomènes d'école buissonnière. Et ça, je pense que peut-être qu'on en reparlera dans nos échanges, mais c'est important parce que parfois, certaines familles, parce qu'elles ont des fonctionnements particuliers, parce qu'elles relèvent de certaines CSP ou pour tout un tas d'autres raisons, et notamment des stéréotypes de la part des professionnels, vont avoir tendance à négliger la présence d'un refus scolaire anxieux dans une famille parce qu'ils estiment qu'il y aurait une autre raison à l'absentéisme de l'enfant, alors même qu'on est en présence d'un profil mixte. Et pas considérer la mixité de ce profil, c'est prendre le risque aussi d'être moins efficace de notre intervention. J'ai un œil sur l'heure, hein. Je vais essayer de resserrer un petit peu mon propos. Un autre élément que je voulais aussi partager, dont j'ai discuté avec parce qu'on a préparé cette table ronde, c'est la présence également des TND et des troubles des apprentissages chez ces enfants. C'est également assez fréquent. Alors, il n'y a pas de lien direct entre TND, troubles neurodéveloppementaux et troubles des apprentissages et refus scolaire anxieux. Et on a plein de patients qui n'ont pas de troubles neurodéveloppementaux et pas de troubles des apprentissages, mais on sait qu'un enfant qui a un TND, un enfant qui a un trouble des apprentissages, voire plusieurs, puisque c'est très comorbide quand même, a plus de chances de présenter un refus scolaire anxieux. Il n'en reste pas moins que ça concerne absolument tout type d'élèves, mais il y a quand même des biais diagnostiques et on en reparlera éventuellement. Quand je dis que ça concerne tout type d'élèves, c'est que dans mes patients, il y a des enfants qui aiment l'école et qui sont performants en milieu scolaire. J'ai également des patients qui aiment l'école, mais qui sont pas très performants sur le plan scolaire, n'empêche qu'ils aiment y aller. J'ai également des patients qui n'aiment pas l'école, alors même qu'ils performent à l'école. Et j'ai également des patients qui n'aiment pas l'école et qui sont peu performants sur le plan académique. Et ça, c'est quand même intéressant parce que bien évidemment que l'accompagnement et les objectifs qu'on va avoir sur le plan thérapeutique et le pronostic va pas être le même. On va pas se mentir, on rescolarise pas pareil un enfant qui adore aller à l'école et qui performe sur le plan scolaire, même s'il est absent pendant 6 mois, 1 an de l'école, qu'un enfant qui n'aime pas ça et qui en plus est en difficulté dans ses apprentissages. Et donc ça fait partie des éléments qu'on va prendre en considération lorsqu'on va réfléchir au projet thérapeutique qu'on va mettre en place avec la famille et l'enfant. Un autre élément que je voulais partager aussi avec vous quand même ce matin, c'est l'impact dramatique que ça a sur les familles, le refus scolaire anxieux. C'est un trouble qui dure longtemps. Dans les formes les plus brèves, on en a pour 18 mois. Généralement, vraiment les formes les plus brèves. La moyenne, c'est plutôt du 2-3 ans, voire parfois du 4-5 ans
d'accompagnement. Donc, c'est vraiment l'enfer. Sur le plan logistique, enfin, si vous avez des enfants, vous avez tous déjà vécu la galère de devoir gérer une déripe chez un enfant qui va être absent 10 jours. Il faut jongler sur les emplois du temps professionnels, personnels, scolaires, etc. Bon, ben là, ça va être vraiment voilà, une logistique colossale avec énormément de stress pour la famille. Donc, c'est un trouble qui est hyper culpabilisant pour les parents, qui génère beaucoup de honte. Et ça, c'est vraiment terrible pour les familles et les enfants qui y sont confrontés. Et également, ça a un trouble qui augmente considérablement le risque de violence intrafamiliale. Parce qu'il va y avoir énormément de conflits entre les parents et l'enfant sur la question de la fréquentation scolaire. Également, souvent beaucoup de conflits entre les parents, puisque chaque parent a sa propre manière de voir comment est-ce qu'on résout ce problème. Et donc, généralement, ça crée énormément de tensions familiales. Voilà, on reparlera peut-être un petit peu de tout ça au cours de la table ronde. Ce que je voulais quand même partager avec vous pour terminer, c'est que dans nos accompagnements, et ça je doute pas que ça va vous parler, mais surtout quand les enfants sont loin de l'école, on garde, enfin même pas que d'ailleurs, mais on garde toujours en tête, et ça c'est vraiment important pour moi de le repréciser à chaque fois, que c'est toujours finalement l'enfant avant l'élève. Tant mieux si on rescolarise un enfant, mais si on le rescolarise pas, en fait il y a plein d'autres choses à faire. Et ce qu'on va avoir en tête, c'est toujours une vision à long terme. Bien sûr, on s'occupe de l'ici et le maintenant, thérapie, mais ce qu'on a en tête surtout toujours, c'est sa trajectoire de vie au sens long et donc vraiment cette notion de l'enfant avant l'élève. Peut-être dernier élément, dernière petite information à partager avec vous pour débuter cette journée, information qui me semble tellement essentielle. Le refus scolaire anxieux est toujours d'origine multifactorielle. C'est essentiel pour moi de préciser dès ce matin que ce n'est jamais la faute de l'école, ce n'est jamais la faute de l'enfant, ni la faute de la famille s'il y a un refus scolaire anxieux. C'est une convergence malheureuse de tout un tas de facteurs. Nous, en psychopathologie, on s'appuie sur ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, des éléments d'origine biologique, d'origine psychologique, mais également d'origine sociale, l'environnement dans lequel on évolue et les événements de vie auxquels on est confronté. Et c'est malheureusement une mauvaise conjoncture de plusieurs facteurs qui conduisent à l'apparition chez un enfant et dans une famille à un refus scolaire anxieux. Donc voilà, c'est vraiment ni la faute de la famille, ni la faute de l'enfant, ni la faute de l'école. Voilà, j'espère avoir tenu mon temps. Et donc, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Monsieur Choubou, que j'ai d'ailleurs hâte d'écouter. Merci beaucoup. Monsieur Choubou. Allons-y. Bon, je me suis mis là pour vous voir et pour qu'on se voit bien. Allez, le lien, c'était les derniers mots. Le lien, c'est biopsychosocial. Je le garde pour la fin, moi aussi. Alors, me voilà à vous parler de jeunes en rupture, des âges différents. Hein. Je ne vais pas vous parler d'enfants d'âge scolaire, ou même de collégiens. Je vais vous parler de jeunes de 16 ans, 17 ans en rupture sociale qui accumulent les fugues à partir du domicile parental ou à partir des foyers de placement où ils sont, qui sont plus en fugue que sédentaires, de jeunes de 18, 20, 25 ans, 30 ans, qui sont en situation de rue, qui vivent comme ils peuvent, qui pour certains s'acharnent à dire qu'ils ont choisi cette vie-là, et qui pour d'autres sont bien conscients que c'est pas top, mais que c'est pas facile de faire autre chose. On les a appelés jeunes en errance, on les appelle NEETs, faut creuser ça. Alors oui, ils sont NEETs, N-E-T-S, ils sont pas au travail, ils sont pas dans un système de formation, ils sont pas à l'école, mais c'est au pluriel NEETs, parce que il n'y a pas de définition d'âge pour NEETs. Il y a des définitions administratives actuellement. Ça s'arrête à 25 ans en Europe parce que les programmes sont financés jusqu'à 25 ans. Mais des jeunes qui sont en stand-by, en flou, en suspension comme ça, ou des adolescents en suspension, il y a plein d'origines diverses. Ils peuvent être venus du bout du monde en rêvant que ça serait mieux en France. Ils peuvent être chez leurs parents parce que les parents baissent les bras, les pauvres.
Ils peuvent être en refus anxieux, ils peuvent être en situation de rue, ils peuvent être en fugue, ils peuvent être un peu psychologiquement perturbés, etc., etc., etc. Il y a pas de profil type, il y a une description de la situation, c'est tout. Mais ça n'explique rien de décrire la situation de pas en emploi, pas à l'école et pas en formation. Parmi ceux-là, il y en a certains qui sont, je l'ai dit, en situation de rue. Encore que le terme situation de rue, je vais prendre 30 secondes pour le discuter. On l'a beaucoup travaillé dans le réseau Jeunes en errance, ce terme situation de rue. Ça nous vient des Québécois, bien sûr, avec la situation de handicap. À part que la situation de handicap, dans certaines situations concrètes, d'handicap physique ou d'handicap psychique, on sait qu'il va falloir aménager la vie pour que les personnes puissent vivre dans cette situation. Est-ce qu'il faut aménager la vie pour des gens en situation de rue? Non, il suffit de leur donner un logement. Alors attention à la notion de situation de rue. Ceci étant, on sait aussi professionnellement que donner un logement, ça suffit pas. Et que pour certains, ils tiendront pas dans le logement. Mais bon, c'est une autre histoire, peut-être il y aura le temps d'en parler ou pas. Je reviens à ces jeunes en situation de rue. Ceux qui ont été qualifiés, moi j'avais qualifié dans le temps, puis qu'on continue à parler dans le langage commun professionnel de jeunes en errance. Là aussi c'est un fourre-tout le terme. Parce que tout est qualifié d'errance. De la petite fugue à la dérive complète, dans les comportements humains, on trouve toute une galaxie de l'errance dans le travail social. Dans le langage commun, on trouve de l'errance un peu partout. J'ai vu récemment de l'errance d'un club de foot qui est rétrogradé en 3e division, de l'errance d'une coque de porte-avions français entre l'Inde et les États-Unis, de n'importe quoi. De l'errance des jeunes, de l'errance immobile, de l'errance territoriale, de l'errance internationale. Moi, je me dis qu'errance, on peut peut-être s'en sortir, essayer de trouver un accord sur le thème en disant il ne s'agit pas simplement de décrire quelqu'un qui bouge ou qui bouge pas d'ailleurs, mais qui dérive, ou bon, ouais. Mais d'arriver justement sur ce modèle biopsychosociaux, en disant l'errance, c'est pour quelqu'un, pour une personne, j'ai bien pour une personne, quand elle est submergée par le sentiment que tout devient impossible. C'est-à-dire qu'elle n'a plus les moyens psychologiques de rebondir, comme on dit parfois, de se reprendre, de réagir. Trop c'est trop, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ce qui ne veut pas dire que dans cette situation-là, celui ou celle qui est à côté de lui ou d'elle sera aussi en errance. Vous voyez, il y a bien cette dimension extrêmement individuelle. Et cette dimension individuelle, elle bute à un moment donné contre un mur que moi j'ai appelé un mur social, un mur de la réalité sociale. La réalité sociale, c'est je me suis fait complètement virer de chez mes parents où ma mère m'a dit fous le camp, je veux plus te voir. Je me suis tellement battu avec mon père qui m'a foutu à la porte, c'est classique ça. Hein. Le foyer, la Mex, c'est tellement insupportable que je veux plus y aller. L'insupportable, le mur de l'insupportable, c'est à Calais, le mur de l'insupportable de la plage et des patrouilles de gendarmes aussi. Ceci étant, il y en a qui passent. Hein. J'ai lu hier qu'il y en a 45 000 personnes ont réussi à passer la Manche en 2025. Je sais pas combien sont morts, noyés en même temps. Des réactions différentes, parce que je reprends l'exemple de Calais, ça m'intéresse l'exemple de Calais pour comprendre ce modèle psychosocial. Certains arrivaient à Calais depuis le bout du monde. Faut le faire, d'arriver depuis du bout du monde jusque-là. Je sais pas si on réussirait, nous, tous. Arrive à Calais et continue à construire pour traverser. Ou continue à construire pour traverser ailleurs. Ou continue à construire pour s'installer ailleurs. Et d'autres plongent. Ils décompensent, on dirait, en psychiatrie. Ils décompensent parce que ils ne voient plus de solution. Ils sont face à un mur social, un mur sociopolitique, qui leur paraît infranchissable. À eux, individus. Pourquoi ça leur paraît infranchissable à eux, individus? Cyril Dick nous dirait, ils réussissent plus à rebondir. Pourquoi ils ne peuvent plus rebondir? Pour certains, ils n'ont jamais appris à rebondir.
Ils ont été maltraités, ils ont été sinon maltraités, du moins mal aimés, mal soutenus, mal accompagnés. Ils ont vécu des troubles précoces de l'attachement maternel, des troubles précoces qui permettent l'identité de soi et la solidité de soi. Ils n'ont confiance en rien, en personne, en particulier en eux-mêmes. Donc quand ça va plus, ils lâchent. On se retrouve, voilà, la situation de rue classique de jeunes avec qui on travaille, c'est ça. Des jeunes qui dérivent et qui peu à peu ont lâché. Certains qui habillent. Évidemment, c'est un réflexe de posture psychologique classique. Certains habillent leur situation en disant mais pas qu'un jour, pas que toujours. J'ai choisi. Ouais, c'est vrai, il y en a qui ont choisi. C'est vrai, mais ceux-là, ils vont pas mal. Hein. Ceux-là, justement, ils sont pas en errance. Ils sont peut-être en dérive à un moment donné. Ils cherchent, ils se cherchent. Ils prennent des risques plus ou moins forts, mais ils ont des choses qui les tiennent. D'autres disent qu'ils ont choisi parce que ça permet de ne pas être tout nu face à soi. Mais on a ça à travailler avec eux. C'est surtout pas les dézinguer en leur disant non, mon pote, t'as strictement rien choisi. C'est dire oui, bien sûr, mais est-ce que tu veux un café? Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette introduction. Je reprends quand même, hein, le modèle bio-psychosocial tient, est solide. Hein. Ce qui m'amène à la deuxième partie, c'est comment on peut avancer avec eux. Comment on peut avancer avec des personnes qui, pour leur grande majorité, ont été enfants ou adolescents dans des familles dysfonctionnantes, des couples parentaux séparés, qui, dans leur très grande majorité, sont passés par des systèmes de protection de l'enfance défaillants, ce qui ne veut pas dire que l'ASE est défaillante. C'est-à-dire que pour eux, le système a été défaillant, et qui, dans leur très grande majorité, ne croient pas ou ne croient plus dans la parole ou dans la présence d'adultes bienveillants. Qu'ils soient superbement diplômés d'une école de travail social ou de psychologie, ou qu'ils soient simplement quelqu'un d'humain. Comment travailler avec eux? L'illusion, on y reviendra aujourd'hui, hein, toute la journée. L'illusion, c'est que ces jeunes-là en dérive, c'est simple, hein. Allez, on va les mettre en formation professionnelle, comme ça, ils pourront trouver un emploi, et comme ça, youpi, ils pourront prendre un logement, et comme ça, ils adhéreront, allez, le modèle idéal, hein. Ils feront des enfants, ils iront à l'école des parents, ils les abonneront à Okapi, ils adhéreront à la CGT, et ils voteront écolo, ou à gauche, ou à droite, ou au choix, mais ça sera des vrais citoyens, quoi. Maintenant, ça marche pas. Ça ne marche pas, parce que vous connaissez le taux de chômage dans les quartiers de Strasbourg? Vous connaissez le taux de chômage des jeunes en France? C'est le double du taux de chômage national. Donc on peut toujours vendre de l'illusion en disant je vais te faire un stage d'insertion à visée professionnelle et tu vas voir d'un an, ça ira bien, tu auras un boulot, tu pourras trouver un logement. Vous connaissez aussi à Strasbourg le marché du logement privatif, les attentes en logement social, les exigences des bailleurs, sociaux ou privés. Donc voilà, on se retrouve à travailler avec ça. On se retrouve à travailler avec une contradiction massive qui est une pression à l'insertion modèle idéal professionnel travail-logement, avec des jeunes qui ne partent absolument pas gagnants sur la ligne de départ et qui, d'autre part, en sont loin, très très loin d'une mobilisation qu'on peut appeler professionnelle et environnementale et familiale. Un énorme travail de réaccrochage à soi-même, de réamour ou d'amour à fabriquer de soi-même. Et pour l'instant, on a beau chercher, c'est pas simple, c'est très long, très très long. Ça marche pas à tous les coups. Ça amène ce qu'on peut appeler socialement des rechutes, ou professionnellement des rechutes, c'est-à-dire que il replonge, il repart en situation de rue, il ressort, il revient, on accompagne, on réaccompagne, etc., etc., etc. Mais avec quelques certitudes. Première certitude, ce qui compte, c'est qu'ils aient repéré qu'il y a des gens qui font attention à eux, qui les décortiquent pas immédiatement, pas du tout, qui font attention à eux. Hein, la fameuse empathie du travailleur social, mais là c'est pour de vrai, quoi. Deuxièmement, des gens qui forcent pas.
qui ont plein de solutions dans leur besace professionnelle s'il faut, mais des gens qui forcent surtout pas. Et qui savent que ça prendra des fois des temps et des temps et des temps. Et puis un troisième besoin, une troisième certitude, et là c'est peut-être une révolution à amener dans des représentations du bon travail social, du généreux éducateur spécialisé ou de la gentille assistante sociale. Tiens, c'est bien genré mon truc là. Mais bon, voilà. C'est de se dire que peut-être ils auront besoin d'aide à vie, pendant extrêmement très longtemps, et que ça va pas être touf comme ça, tu traverses la rue, je te trouve un logement et un emploi, comme disait l'autre, ou touf, allez, tu passes 2 ans à la mission locale, t'es inséré. Peut-être il y aura besoin d'accompagnement à vie pour des jeunes devenus moins jeunes, qui auront toujours du mal à s'aimer, du mal à avoir confiance dans les autres, un peu tendance à ne pas croire que quelque chose est en train de réussir, donc à ne pas s'y investir. Bêtement, on dit ils ont mis en échec. Non, ils ont pas. Ils n'y croyaient pas. Parce que dans la tête, ils ne peuvent pas imaginer que ça puisse fonctionner. Donc ils n'y croient pas trop. Un accompagnement à vie là-dessus. Des fois, je me dis que, en fait, une des solutions pour certains, c'est de reconnaître professionnellement déjà qu'on est avec des personnes en situation de handicap. Même si on n'est pas dans les situations classiques d'handicap identifié, on est dans une situation de handicap psychique massif, et qu'il y a des systèmes spécialisés d'accompagnement. Le problème, c'est que ces systèmes spécialisés d'accompagnement ne sont absolument pas prêts à accompagner et à recevoir nos chers punk à chiens toxicos jeunes de rue, alors que certains y ont parfaitement droit. Et que ça demande une révolution pour nous, professionnels, parce que cette révolution, c'est d'accepter notre finitude, d'accepter notre incomplétude, d'accepter de ne pas réparer tout le monde pour qu'ils deviennent, comme moi, assistante sociale diplômée de Strasbourg, ou éducatrice spécialisée diplômée de Mulhouse, ou que sais-je. Non, ils ne viendront pas comme moi. Mon modèle idéal d'insertion, non, ça ne tient pas, quoi. Voilà le problème du professionnel. Mais j'y reviens. Au fond, la question qu'on a à travailler avec les jeunes en rupture, en dérive, en flottement, qu'on les appelle NITS ou en errance, c'est bien l'articulation, d'une part, entre leur dynamique psychologique individuelle et la façon dont ils se confrontent, ou dont ils subissent, ou dont ils craquent vis-à-vis de réalités sociales environnantes. Ça, c'est bien le modèle qui fait fonctionner ces jeunes-là. Le tout dans un modèle social et économique qui ne veut pas d'eux. Qui ne veut pas d'eux parce qu'il n'y a pas de logement pour eux, il n'y a pas d'emploi pour eux. Et on continue à travailler là-dedans. Merci. J'y ai bien pensé pour moi, en y ayant pensé pour vous avant. Merci beaucoup pour ces éléments. C'est le moment pour moi de faire mon coming out d'assistante sociale, puisque je vois bien que c'est un sujet et je suis assez ravie que vous en parliez par rapport aux évolutions nécessaires qu'on a à envisager dans nos métiers. Vous n'avez pas parlé que du plus beau métier du monde d'assistante sociale, mais aussi d'un certain nombre d'autres métiers. Madame Galet-Tessonneau, en tant que psychologue, nous a donné aussi à voir ce qui est important en termes de posture et de référentiel dans tous ces métiers qui, en tout cas pour ce qui nous occupe à la Maison des Ados, de manière générale, et à Brick & James en particulier, doivent toujours plus s'inspirer les uns des autres et sans forcément chercher une hiérarchie, parce que pour ces jeunes, certainement, en tout cas c'est ce que vos 2 interventions m'inspirent, avant de donner
la possibilité à notre public de vous questionner plus directement. Pour ces jeunes, il y a effectivement certainement jamais une solution toute faite. Elle est sans doute dans des questions de posture et vous avez évoqué la véritable empathie. Il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement autour de ça parce que elle a été au fil du temps beaucoup lissée, neutralisée et ça pose aujourd'hui de vraies questions par rapport à certains publics. Mais aussi, est-ce que vraiment la solution n'est pas dans des vrais boulots d'équipe et de reconnaissance de compétences des uns et des autres et de sortir de logique de silo et parfois même de guerre institutionnelle ou professionnelle qui font que ces jeunes, qu'ils soient en refus scolaire anxieux ou plus en errance en grandissant, passent de l'un à l'autre service sans jamais être finalement dans la bonne case. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de prendre les questions de la salle, redonner la parole à Madame Gallet-Tessonneau suite à l'intervention de Monsieur Chauveau pour un petit échange entre vous. Merci beaucoup. Effectivement, suite aux propos de Monsieur Chauveau, mais aussi à ce que vous venez également de vous souligner, ce qui me venait en tête, en tout cas des choses que on a beaucoup à cœur dans les accompagnements des enfants en refus scolaire anxieux. Moi, un mantra qui m'aide énormément dans ces accompagnements-là, c'est cette notion d'être absolument patient, mais qui dit patient, mais pas passif en fait. Et il y a vraiment cette nécessité, c'est-à-dire que j'aime bien parler de cette notion de trajectoire. Enfin, voilà, quand les familles me disent, mais bon, vous vous rendez pas compte, c'est l'année du brevet, c'est l'année du bac, eh ben, j'en suis navrée, mais la réalité de la difficulté de cet enfant, c'est une autre temporalité. Et c'est pas la temporalité de l'institution, c'est pas la temporalité académique. Et donc, même si je tiens absolument à pouvoir proposer des interventions thérapeutiques qui soient efficaces, eh ben, c'est vain de se dire que du coup, c'est parce qu'il y a le brevet qu'on va plus être malade. Enfin, qu'on va sortir de ces difficultés, ça n'a pas de sens. J'ai coutume de dire, est-ce qu'on dirait à un oncologue si un enfant avait un cancer? Bah oui, mais vous vous rendez pas compte, il a le bac cette année. Ben non, en fait, on va faire le mieux qu'on peut, on va essayer de faire avec le meilleur pronostic, dans les meilleurs délais, mais la difficulté qui est rencontrée par votre enfant, qui est rencontrée par votre famille, ben elle a sa propre temporalité à elle, et ce sont des parcours au temps long. Monsieur Chauveau, il en a parlé. Moi, je vous parlais de temps plutôt court sur des enfants plus jeunes, mais on a aussi des enfants, des ados qui vont avoir des trajectoires qui sont très longues. Et la question, c'est toujours, dans ces cas-là, surtout dans les parcours qui sont longs, d'être patient, pas passif, de garder en tête cette notion de trajectoire, moi, qui me tient énormément à cœur. Enfin, ça sert à rien de mettre des pressions inutiles sur les enfants et les familles autour faudrait réussir à avoir fait tel truc d'ici X semaines ou X mois, mais de pouvoir vraiment réfléchir à, ça va être quoi la trajectoire de manière à avoir finalement un adulte qui va être le plus libre possible dans sa vie. Alors moi, c'est vrai que j'ai coutume de parler en termes d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, d'insertion citoyenne, en tout cas de pouvoir faire son parcours et sa trajectoire à lui ou à elle. Et puis pour venir un peu sur ce que vous disiez également, en thérapie du refus scolaire anxieux, on parle de la notion de ce qu'on appelle nous le trio gagnant, qui est un triptyque entre la famille, l'école et le soin. Et c'est vraiment absolument indispensable. Alors, je sais que les notions de partenariat, d'alliance, de travail ensemble, c'est quand même très porté par le discours politique, public, très bien, pour pas dire un peu à la mode. Mais dans le refus scolaire anxieux, c'est une réalité indiscutable. Enfin, et là, pour le coup, ça m'arrive quand même souvent d'être pas très contente après mes collègues soignants qui peuvent parfois un peu rester dans leur cabinet, dans leur tour d'ivoire. Et je crois que quand on décide d'accompagner un enfant qui a ce type de difficulté-là, eh ben, il faut aussi faire le choix de sortir de nos bureaux, de travailler en partenariat avec les écoles, bien sûr en partenariat avec les familles, ça me semble tellement évident, mais c'est absolument indispensable de pouvoir être dans ces échanges et d'être dans cette co-construction de cette trajectoire tous ensemble, avec le jeune, bien sûr, évidemment. Voilà en tout cas ce que vos propos, ce à quoi ça me faisait penser. Les temporalités.
évidemment, il y a la temporalité des personnes qu'on accompagne et ça choque, ça bloque à chaque fois qu'il y a une temporalité institutionnelle. Regardez le dernier dispositif en cours, l'actuel dispositif d'aide à l'insertion en cours, O2R, offre de réinsertion et offre de réinsertion. O2R, 6 mois, 1 an, c'est se foutre du monde. C'est se foutre du monde. On sait qu'avec des personnes en rupture difficile, grave, lourde, depuis pas mal de temps, il va déjà falloir 6 mois, 1 an pour accrocher un peu quelque chose. Regardez les dispositifs chez soi d'abord qui sont sur 2-3 ans. C'est se foutre du monde. Parce qu'en 2-3 ans, on réussit pas à stabiliser quelque chose. Ça, c'est les illusions de décision de dispositifs qui s'appuient sans doute sur une incompétence des personnes qui les réfléchissent, parce qu'à chaque fois on leur dit, vous savez, c'est un peu foireux votre truc, que ça sorte du ministère du Travail, que ça sorte de la DIAL à propos d'un chez soi d'abord, du travail sur O2R. Vous savez, c'est un peu foireux, ça tient pas. Ah oui, mais les vôtres, ils sont un peu particuliers. Je dis, bah ouais, on bosse avec les 15% d'ingérables, donc effectivement, ils sont pas adaptés à vos dispositifs trop normalisés. Deuxième chose, partenariat. On sort d'une semaine d'études avec nos collègues belges sur les questions d'errance. Eux ont un dispositif qui s'appelle Archipel. Social, intéressant. Ça évoque évidemment ce qui a été inventé, le terme qui a été créé par Pierre de Lion à propos du travail avec les personnes souffrant de troubles du spectre autistique. C'est la notion de galaxie. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Alors la galaxie, à propos de grands mineurs ou de jeunes majeurs en France, la galaxie a créé, on peut créer la galaxie entre nous dans le social un peu. Alors galaxie partenariale, solide, articulée avec le médico-social, le psy et le domaine de l'insertion professionnelle, c'est pas gagné. Hein. Il paraît que la notion de référent de parcours a tout résolu. Vous savez que ça fait des années que ça existe, le référent de parcours maintenant. Ça fonctionne pas. Parce que les référents de parcours ne sont jamais reconnus par les personnes d'autres silos professionnels. Voilà où on en est. Mais oui, c'est à gagner, c'est à travailler. Alors, ça marche avec les carnets d'adresses individuels, ça marche avec les relations interindividuelles. De là à ce que ça se gagne en relations interinstitutionnelles, c'est un sacré travail. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai cru comprendre que c'est Serran qui a des questions en relais? Tout à fait. Alors parmi les questions qui ont été posées, donc encore une fois, n'hésitez pas à scanner les QR codes pour pouvoir écrire votre question. On avait, est-il bon de forcer l'enfant à aller à l'école s'il y a un refus scolaire anxieux et comment peut-il guérir? Guérir entre guillemets. Alors moi, c'est vrai que c'est une question qui est importante, qui revient souvent. Généralement, c'est comme ça que se termine le premier rendez-vous. Et donc, du coup, demain, parce que clairement, au premier rendez-vous, encore, tout reste à faire. Et donc, demain, on fait quoi en attendant? On le force ou pas à y aller? Ma réponse à ça, c'est assez simple finalement. C'est vous allez bien faire comme vous pouvez. Mais je voudrais juste que vous vous rappeliez d'un truc, c'est qu'on ne scolarise jamais un enfant en le tirant par les cheveux. Voilà, globalement. C'est ma recommandation. Non, je veux dire par là que c'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur ce risque de violence intrafamiliale qu'il y a lorsque les enfants commencent à rater l'école. Ça peut être de la violence verbale, mais également de la violence physique. Et ça, c'est pas souhaitable et c'est pas pertinent en fait. Donc, en fait, cette question, quand les parents la posent, c'est toujours ce souci de est-ce qu'on n'est pas trop laxiste finalement et est-ce qu'on baisse pas trop les bras, et de rappeler que finalement, ça fait partie du job de parents d'essayer de confronter notre enfant à des choses qui sont stressantes pour lui et qui vont le challenger. Pourquoi? Parce que c'est une compétence qui est utile dans la vie. Savoir faire des trucs stressants, ça nous permet de pas rester dans notre zone de confort et de continuer à faire des apprentissages. En fait, un apprentissage, ça nécessite
un point de déséquilibre finalement, de s'exposer à quelque chose, un peu d'incertitude. Donc, en tant que parent, c'est utile d'inciter nos enfants à faire des trucs qui les stressent un peu. Mais c'est bien la différence entre être un peu stressé et pouvoir prendre sur soi et être malade de cette fréquentation scolaire et ne plus en pouvoir. Et à partir de là, à partir du moment où c'est trop, eh ben c'est stop et il va falloir se faire aider du côté de l'école, du côté du secteur médico-social. Et là, dans ces cas-là, j'en reviens auprès des parents à leur dire, vous, votre compétence de base, là, c'est pas de traiter un trouble anxieux, c'est pas d'assurer la continuité pédagogique, c'est de revenir à votre compétence de base sur le plan parental et notamment la qualité de la relation parent-enfant. Il y a trop de familles qui malheureusement vont, ce que j'appelle moi dire, sacrifier leur relation à leur enfant sur l'autel de la scolarité, c'est-à-dire que ce sont, excusez-moi l'expression, des engueulades à répétition tous les matins et tous les soirs sur le sujet de l'école. Et ça, c'est un mauvais calcul en tant que parent. Alors, on est bien d'accord, hein, embêter son enfant parce qu'il n'a pas révisé son brevet ce week-end ou parce qu'il n'a pas fait ses maths, ça fait partie du job, ok ? Mais là, on parle de situations d'enfants qui n'arrivent plus du tout à faire de la fréquentation scolaire et du coup, c'est important à un moment donné de parler d'autres choses dans la famille et de faire autre chose parce que la relation parent-enfant, c'est une relation qui est protectrice de d'autres choses au cours de la vie d'un enfant. Et avoir trop abîmé la relation à son enfant sur l'autel, eh ben, c'est prendre le risque que lorsque notre enfant il va avoir ses premières relations amoureuses, ses premières peines de cœur, ses déceptions amicales, sa rencontre avec les substances, ou ses premières idées noires en fait, eh ben c'est pas le parent qui va appeler et peut-être qu'il saura pas qui appeler et ça c'est dramatique en fait. Et donc c'est vrai que dans les accompagnements, c'est aussi important pour moi de pouvoir repréciser ça et lorsque j'interviens dans les établissements scolaires de dire aussi aux professionnels de l'école ne perdons jamais ça de vue et c'est là où on en revient un peu à cette notion de l'enfant avant l'élève. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question de comment ça se soigne, effectivement, c'est vraiment ça. Hein, l'enjeu, c'est de pouvoir soigner. Ça va être de pouvoir, alors là, après, on est vraiment sur des thérapies plutôt style thérapie cognitive et comportementale pour le ou les troubles anxieux sous-jacents. Ça, c'est la partie soignante. Ensuite, il y a la partie accompagnement de la famille et de l'enfant. Ça va être de limiter le repli à la maison. Donc là, on va pouvoir aussi mobiliser vachement le secteur médico-social et également les compétences de la famille. Surveiller le temps d'écran, s'assurer que l'enfant, il mange des repas équilibrés, qu'il reste pas toute la journée à zoner sur Netflix en pyjama. Mais ça va être ça, à ce moment-là, l'enjeu, enfin, les choses que la famille va devoir faire. Et c'est un gros morceau à gérer pour les parents. C'est quand même pas simple. Et puis du côté de l'école, ça va être de pouvoir accompagner la famille dans les démarches administratives, favoriser le sentiment d'appartenance de l'enfant auprès de l'école, assurer la continuité pédagogique. Ça nécessite que l'école ait de l'information et que l'école aussi, mais ça ils le sont de plus en plus quand même, puisse continuer d'entretenir cette forme de souplesse par rapport à ces enfants-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Je reprends l'exemple du cancer. Il est quand même assez curieux, donc je suis très en lien avec les établissements scolaires de mes patients, de bien voir que des fois, j'ai certaines réticences de professionnels scolaires à proposer des aménagements aux patients, alors même qu'il y a un dispositif médical qui le nécessite, alors que je sais bien que si ce même enfant souffrait d'une affection somatique, eh ben, les choses seraient vachement plus simples. Mais là, on est sur de la maladie invisible, du handicap invisible, et donc ça peut créer des freins. Mais finalement, c'est par manque d'information. Et donc, c'est aussi important, encore une fois, de sortir de nos de nos bureaux, en fait, tout simplement pour pouvoir informer les gens. Voilà globalement en quelques mots. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question, Serran, et puis après, j'en ai une à ma droite, pas loin, dans la salle. Oui, alors on a une question. Comment inclure concrètement dans les accompagnements la dimension politique et structurelle qui est indéniablement présente dans les facteurs d'errance entre guillemets, par exemple la dégradation du lien social, des choix politiques discriminants. Comment travailler sur ces causes sans tomber dans l'écueil de tout faire reposer sur les responsabilités individuelles des jeunes, des familles, des travailleurs sociaux? Monsieur Chauveau, peut-être. Celle-là, elle est lourde. Hein. Hier soir, un de mes amis camarade de Strasbourg, formateur à l'école de travail social de Strasbourg, disait qu'il est en train de mettre en place, ou aujourd'hui il a en place avec certains de ses étudiants, un module sur travail social et éducation populaire. Il y a peut-être à réfléchir par là. Travail social, on l'a rendu petit à petit très individualisant.
terriblement individualisant. Quelques étapes à ça, entre autres la loi de 2002 qui transforme la personne en usager consommateur averti, est pour moi une des pires choses qui soit arrivée, même si ça a imposé à certaines structures d'être un peu plus transparentes et collectives. C'est vraiment individualiser l'accompagnement. Comment s'en sortir? Eh ben, regardez ce que font, regardez pas au pluriel, hein, regardez infinitif, ce que font ATD Quart-Monde, ce que peut faire Emmaüs, ce que fait par-ci par-là le Secours populaire, c'est-à-dire parvenir à ce que des personnes vivant une même situation réussissent à s'organiser ensemble pour la partager et peu à peu tenter de la dépasser ou de la transformer. Parce que c'est ça ma réponse. Hein. Si on veut faire du travail social solide, ben faut aller dans le travail social dit communautaire. Oh là là, c'est mal vu en France, communautaire, islamiste, attention. Non, travail social communautaire, c'est le travail social avec une communauté. Et le travail global avec cette communauté, ce qui n'empêche pas de travailler avec chaque individu. Mais c'est les deux. Voilà. Merci beaucoup de ce bref autre regard sur la loi de 2002 et effectivement cette difficulté, je pense qu'on a très largement institutionnellement dans les encadrements des structures et pour les professionnels à retrouver, revisiter nos équilibres entre la nécessité d'accompagner individuellement, mais aussi de travailler avec des groupes. Et je pense qu'on a aujourd'hui à assumer dans un certain nombre de nos métiers et de nos services ce concept de travail communautaire. Il n'appartient pas à ceux qui l'ont dévoyé. Et pour être allé, pour ma part, dans le champ de notre service virage de prévention des radicalisations au Québec, pour eux, c'est absolument pas un problème. Et effectivement, qui dit collectif ne dit pas oubli de l'individu et vice-versa. Et le dispositif James et bien sûr, plus collectif. Bien sûr. Monsieur Burstein, je crois que vous vouliez nous dire un mot. D'abord, merci. Je voulais d'abord remercier les deux intervenants pour ce qu'ils nous ont apporté. Et je me demandais, en les écoutant, quelle intersection y a-t-il, s'il y en a, entre les deux problématiques de détresse dont ils nous ont parlé, et peut-être d'une manière un peu plus précise à Madame Gallet-Tessonneau, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du devenir à long terme des jeunes en refus scolaire anxieux? Pour la question, je vais peut-être commencer par ce dernier morceau de question, puis après revenir sur la première partie de votre propos. Concernant le pronostic, aujourd'hui, les études nous montrent que globalement, il y a, pour schématiser, pour comprendre les choses, il y a 3 trajectoires typiques dans le refus scolaire anxieux. Encore une fois, ça va être schématique, hein, mais ça permet de bien comprendre un peu les choses. On a à peu près 50% des enfants et des adolescents pour qui on va avoir une évolution assez favorable, c'est-à-dire qu'ils vont retourner à l'école dans un système plutôt classique et ordinaire, avec une résolution des difficultés anxieuses et quelques moments de rechute, parce que c'est assez classique finalement, mais plutôt sur des moments de phase de rentrée, de changement de cycle, des années d'examen. Mais ça restera marginal. Il y aura besoin de suivi ponctuel, mais ça va globalement le faire. On pourrait dire ça comme ça. Ce qui veut quand même dire qu'il y a donc un enfant sur 2 qui va reprendre le chemin de l'école dite ordinaire, mais avec sûrement des aménagements, hein, malgré tout. Mais il y en a un sur 2, donc globalement, qui n'y retournera pas ou quasiment pas. Et ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête quand je parlais de temporalité. Du coup, ça sert à rien de se
en tant que professionnel de se culpabiliser ou de se mettre trop de pression, parce que le risque quand les professionnels font ça, c'est de développer des contre-attitudes vis-à-vis de la famille et de l'enfant. Tout à l'heure, Monsieur Chauveau parlait des enfants, comme on dit, oui, ils refusent tout. C'est effectivement le genre de trucs qui me font, moi, absolument vriller les oreilles. Je veux dire que c'est un peu la posture qu'on peut avoir parfois, et que ce soit dans l'école ou du secteur médico-social. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on veut, on finit par se dire que c'est bien la faute de l'autre. Bon, donc c'est quand même important d'avoir en tête qu'il y en a 50% qui vont retrouver le chemin de l'école. Les études montrent qu'il y aura à peu près, donc sur les 50% restants, 30% qui ne retourneront pas ou peu à l'école. On va globalement se dire qu'ils retourneront jamais en milieu scolaire dit ordinaire. En revanche, ils vont aller mieux du côté de leurs troubles anxieux. Et en fait, ce sont des enfants et des adolescents qui vont avoir à l'âge adulte une bonne insertion sociale, professionnelle et citoyenne. On dit il y a un niveau de handicap associé à l'âge adulte qui est quasiment inexistant. En fait, globalement, ils retourneront pas à l'école, mais ils vont faire leur vie. C'est vrai que moi, en tant que thérapeute, finalement, si on en arrive là, c'est bien là l'essentiel. On a 20% restants pour qui c'est beaucoup plus problématique, qui certes ne retourneront jamais à l'école, mais qui vont avoir un maintien de leurs difficultés sévères à l'âge adulte. Et donc là, on parle de niveau de handicap sévère, avec des difficultés d'insertion. Donc, quand c'est des difficultés psychopathologiques, ça va être par exemple, on a certains patients qui souffrent d'agoraphobie sévère. J'ai une patiente à laquelle je pense, elle a un peu plus de 20 ans. Actuellement, elle ne peut toujours pas venir en consultation seule. Elle est obligée d'être accompagnée de ses parents. Elle peut pas aller dans un supermarché toute seule. Elle est aujourd'hui encore gravement impactée par ces troubles, très malheureusement. Donc, c'est ces 20% restants-là qui sont beaucoup plus problématiques. Et pour revenir, donc ça, c'est un peu pour clarifier la question du pronostic. Et pour revenir à la première partie de votre question, oui, il y a sûrement des liens. Il y a sûrement des liens aussi en termes de temporalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui commencent leur parcours, comme on pourrait dire, d'errance ou de déscolarisation par du refus scolaire anxieux, qui soit parce qu'il n'a pas bien pris en charge, soit parce que la vie est ainsi faite, malheureusement, on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir, et qui, parce qu'ils évoluent avec tout un autre tas d'autres facteurs et d'autres variables, vont finir par présenter d'autres problématiques et d'autres problématiques de fréquentation scolaire. Il va y avoir des choses comme ça qui vont se surrajouter. Et puis, il y a également des gros biais de diagnostic et d'accompagnement. On le sait tous, mais tous les enfants, face à un trouble, quel qu'il soit, sont pas égaux dans la possibilité qu'ils ont de recevoir un diagnostic pertinent et de recevoir de l'aide pertinente. En premier lieu, selon la famille et selon le territoire dans lequel ils évoluent. Et quand je dis ça, je le dis aussi au sens large, je crois que c'est important pour moi peut-être de terminer là-dessus, mais nous, dans les enfants qu'on accompagne, bien sûr, il y a des enfants, ils ont des familles qui sont peu mobilisées, qui ont peu de ressources au sens logistique du terme, bien sûr financier du terme aussi, mais sur le plan organisationnel, en termes de réseau social, c'est-à-dire que quand l'enfant il est à la maison, il y a personne qui peut lui rendre visite pendant la journée, donc forcément il va être sur Netflix. Donc, qui sont assez démunis de ce côté-là, et leurs enfants n'ont pas les mêmes chances de s'en sortir qu'une famille qui va pouvoir mobiliser énormément de ressources. Mais quand je parle de ressources, je parle aussi de la créativité des familles, et c'est pas qu'une question de ressources financières. Dans les enfants qu'on accompagne, j'ai aussi des familles dans lesquelles finalement il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas non plus beaucoup de ce qu'on appelle le capital culturel, mais qui vont avoir une vraie richesse, une vraie créativité dans ce qu'ils vont pouvoir proposer aux enfants. La relation parent-enfant, elle n'est pas trop abîmée. Ce sont des parents qui restent mobilisés. Je pense à des parents, notamment, j'en avais pas quand on avait préparé cette table ronde, mais des parents là qui sont artisans coiffeurs, le jour où l'enfant va pas à l'école, il vient au salon avec ses parents. Lui, clairement, il reste pas toute la journée sur Netflix en pyjama. À côté de ça, j'ai aussi d'autres familles que je rencontre. On va être plutôt sur des situations CSP+, des parents qui ont tous fait des minimums Bac plus 5 d'études, et pour qui il va y avoir un entêtement à la question de la fréquence. Et j'aurais beau expliquer en tant que thérapeute que la question, ça va être de faire autre chose pour l'instant, ils vont être beaucoup plus en difficulté, et parfois on a des situations qui vont se chroniciser dans le deuxième cas et qui vont être beaucoup plus vivantes et vachement moins se chroniciser dans le premier. Et ce qui est aussi chouette dans ces cas-là, c'est d'avoir une école qui est à l'écoute de ça. C'est-à-dire qui dit, finalement, ce qui est important, c'est que ça vive, que ça chemine, et je reviens à cette question de la trajectoire des personnes, en fait. Voilà peut-être ce que j'avais envie de partager pour terminer. Merci beaucoup, Monsieur Chauveau. Je ne sais pas si vous vouliez réagir, et puis après, je crois qu'on a encore une question. Ah non. Sur les questions, on a quoi en commun? On a d'évidence, on a en commun quelque chose que j'appellerais prétentieusement une clinique du sujet, c'est-à-dire une approche
individualisée du sujet individu particulier. Une clinique, c'est-à-dire une prise en compte globale, tentative de compréhension et de prise en compte globale de ce qui se passe. On pourrait dire que c'est des questions d'éthique même, de développer une clinique du sujet. Et puis on a aussi en commun le fait de dire, une des questions à tenir, c'est le lien. Que ce soit de mon point de vue, le lien à établir ou à rétablir par des professionnels, ou ce que ce soit ce que vous venez de dire, que les parents restent en lien. Et soient pas seulement des obligateurs de comportement, restent en lien. Et puis on a en commun aussi, il me semble, le fait de constater que du côté des grosses institutions, c'est pas parfait et qu'il faut vraiment les faire bouger pour que ça soit un peu moins pire dans cette clinique du sujet. Encore une question dans la salle, je crois. Vincent Berthoud, juste un commentaire par rapport à cette question de l'intersection. Moi, il me semble que il y a un élément psychopathologique qui rassemble ces jeunes en difficulté, c'est un sentiment d'impuissance. Et voyant et m'occupant également de ces jeunes en refus scolaire anxieux, moi je dis empêchement scolaire anxieux, mais je milite pas pour la reconnaissance académique de cette affaire, il y a des effets dépressifs secondaires aux troubles anxieux. Et Monsieur Chauveau, on a entendu que une des dimensions très importantes de ces jeunes est de ne pas y croire, de ne plus d'être effectivement en errance bien sûr, mais à différents points de vue, pas d'un point de vue seulement émotionnel, mais il y a cette dimension dépressive, mais qui peut être également secondaire à la dimension. Et donc d'être confronté à un sentiment d'impuissance, ou même submergé par ce sentiment d'impuissance. Et alors, un autre élément, et j'en termine là, qui me paraît tout à fait utile à avoir en tête quand on essaye de mobiliser dans le bon sens ces jeunes, c'est la difficulté à faire face à l'angoisse. Parce que tout le monde est angoissé. La question de ces jeunes, c'est qu'ils ne sont pas en capacité, par différentes raisons, de trouver les moyens de dépasser cette angoisse. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Madame Gallet-Tessonneau ou Monsieur Chauveau. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je trouve qu'il y a vraiment, sur le plan clinique, cet aspect une sorte d'intolérance à l'incertitude chez ces jeunes-là, d'intolérance au stress et à l'angoisse, alors qu'ils y sont très confrontés. Et du coup, ce qui fait que comme il y a cette intolérance, il y a ce système de repli sur ce qui peut ressembler le dernier îlot d'une base sécure pour eux. Et donc, il y a cette impression presque de se ratatiner sur certains éléments qui peuvent venir comme ça les rassurer. Et cette difficulté et ce sentiment d'impuissance dont parlait Monsieur Chauveau est absolument c'est vrai que en psychologie on travaille beaucoup là-dessus, ce qu'on appelle le sentiment d'impuissance acquise, où en fait on le voit bien notamment lorsqu'on est travailleurs sociaux, qui fait que en fait les individus, même que on leur propose de faire d'autres choses, des solutions, que les données du problème ont changé, sont déjà convaincus, ont une posture où ils sont convaincus au fond d'eux-mêmes que ça ne marchera pas, parce qu'ils ont appris précédemment et trop bien appris que ça n'avait pas marché, et donc c'est ça qui est très très difficile à modifier et qui prend du temps et sur lequel il faut à la fois vraiment avoir cette posture dans laquelle je tiens, d'être patient mais pas passif, c'est-à-dire qu'à la fois il va falloir y aller avec tact et respect de la temporalité de l'autre et en même temps pouvoir tenir bon en se disant que c'est pas fichu en fait. Je crois qu'il y a encore une question à distance. Tout à fait. Alors, 2 questions en une, disons. Quel professionnel peut établir un diagnostic de refus scolaire anxieux ? Est-ce qu'un psychologue peut-il le faire ? Et y a-t-il un réseau de psychothérapeutes qui traitent le refus scolaire anxieux ou comment trouver un professionnel qualifié ? Alors la question du diagnostic, moi je suis assez pratico-pratique et assez pragmatique dans ma manière de travailler, c'est-à-dire que j'estime qu'à partir du moment
du moment où un professionnel est formé et a l'expertise et la compétence pour poser ce diagnostic, eh bien, il peut le faire à partir du moment où il est clinicien et soignant, hein, donc que ça soit un médecin, un psychiatre ou un psychologue. C'est tout à fait possible, mais encore faut-il avoir cette compétence-là. Moi, par exemple, je suis pas hyper experte en troubles bipolaires, je vais aller, je n'irai pas poser de diagnostic fin de ce côté-là. Je crois que chacun doit avoir un peu une éthique qui lui est propre et qui lui permet de savoir ce qu'il peut faire ou pas. Ça, c'est le premier point. Et après, non, il n'existe pas d'annuaire. En revanche, il existe l'association Phobie scolaire, qui est une association de parents qui existe depuis de nombreuses années. Ils fêtent leurs 20 ans là dans 1 ou 2 ans. Ils sont absolument géniaux. Ils ont des correspondants sur une bonne partie du territoire. Et donc, c'est possible de les contacter. Vous pouvez même les contacter en tant qu'institution, en tant qu'établissement scolaire. Ils font aussi des interventions et surtout les rencontrer, les correspondants de votre région pour pouvoir discuter avec eux. Et eux, généralement, en fait, entre parents, il se passe ce qu'ils appellent des bonnes adresses. Donc, ils peuvent, c'est des vraies ressources. Voilà, je vous invite à les contacter. J'attrape au passage dans le blanc, là. Sentiment d'impuissance. Oui, ces jeunes peuvent avoir un sentiment d'impuissance. Ils sont tellement détruits, j'allais dire. Hein. Les troubles de l'attachement, ça pardonne pas, au fond, hein, c'est ça. C'est dur à restaurer. Et ils peuvent générer un sentiment d'impuissance, évidemment, chez les professionnels. Comment y répondre ? Ça s'appelle supervision, ça s'appelle analyse de la pratique, ça s'appelle partage, reprise collective, soutien, support. Puis ça s'appelle aussi peut-être pour partie accepter de considérer la personne telle qu'elle est, pas telle que je vous pense qu'elle est ou qu'on m'astreint à penser qu'elle est. Ça peut déjà débloquer des choses. Deuxième chose. Je vais dire comme vous, les parents qui emmènent le gamin dans leur salon de coiffure, c'est une petite réussite. Et avec des jeunes en dynamique de dérive, on peut travailler des petites réussites. En pariant sur le fait que petit à petit, des petites réussites vont permettre de se restaurer un peu, vont leur permettre de restaurer un peu leur capacité de projection et de confiance en eux. Accumuler les petites réussites. Ce qu'il y a longtemps, un pédopsychiatre historique des années 50, Stanislas Tomkiewicz, appelait travailler la pédagogie du détour. On va pas s'attaquer de front au problème parce qu'il est massif. On va faire un petit détour par le côté, par de l'activité culturelle, par de la cuisine, par une petite production matérielle. Et si ça marche, on va s'appuyer dessus pour essayer de marcher un tout petit peu plus pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que je crois que c'est tout à fait ce qu'on a essayé de construire avec Brick École, avec James, en les rapprochant et de façon générale à la Maison des Ados. Je sais aussi que cette logique du détour ou du pas de côté, on la trouve quand même dans beaucoup d'autres structures aujourd'hui. Et je pense qu'on va faire aussi un pas de côté en faisant une petite pause. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention avec nous ce matin. Merci beaucoup.